Eh bien, je crois qu'on est live. Je vois déjà 37 personnes. Salut à tout le monde. On va attendre encore une petite minute le temps que tout le monde arrive. Donc peut-être un petit topo, comment on va dérouler l'organisation de ce live. L'idée, c'est principalement de vous faire découvrir un peu le projet de fin d'année qu'a réalisé Simon avec Théo. Donc Théo qui n'est pas là pour le présenter, mais bref, Simon sera très, très bon pour ça. Et puis, l'idée, c'est aussi de repasser sur l'académie, sur les différents cours et ensuite faire une ouverture sur des questions-réponses, principalement sur la live démo en priorité. Et puis ensuite, si vous avez la moindre question sur la formation, sur l'académie, on sera là pour y répondre. Dans tous les cas, c'est pareil, on a une journée porte ouverte virtuelle la semaine prochaine. Donc, on mettra tous les liens disponibles, les liens de notre site, les liens de la journée porte ouverte. On mettra les liens du LinkedIn de Simon et le Maestro, et mon LinkedIn aussi. Si jamais vous avez des questions, vous voulez connecter avec nous, ce sera un plaisir de vous accompagner, de vous répondre. Et puis voilà, à peu près. Et puis, bien entendu, hein, se présenter pour apporter un peu de contexte. Donc, j'attends 30 secondes et puis c'est parti. Et puis pour info aussi, hein, on a réservé 1 heure, mais on ne sait pas vraiment combien de temps va se durer ce live. Donc, si jamais ça dure 40 minutes, 50 minutes, en fonction de vos questions, s'il y en a beaucoup ou pas. Je vois qu'on a déjà plus de 40 personnes en ligne, donc c'est top. Quelques personnes d'Alegria, on triche un petit peu. Il y a quelques intéressés par ici. Et puis si jamais ça dure moins, ce sera bonne nouvelle pour vous parce que vous irez déjeuner plus tôt. Est-ce que déjà, je vois déjà des interactions dans le chat, vous nous entendez bien? Histoire de savoir si je parle pas dans le vide. Moi, je t'entends en tout cas, Hugo. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous dire que vous nous entendez? OK, super, merci Astrid. Parfait, parfait. J'ai eu peur que je fasse une intro de 5 minutes pour rien. Donc, bref, écoutez, on peut commencer, c'est parti. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, Simon? Et puis après, je me présenterai, moi, pour donner un peu de contexte aussi sur qui on est. Donc, je t'en prie. Avec plaisir. Simon, 23 ans. J'ai fait l'académie que j'ai terminée il y a 2 semaines, donc un cursus de 12 mois pour ma part, 3 mois en formation initiale et 9 mois en alternance. Alternance que j'ai fait chez Allegria Tech et j'étais sur, projet, interne, développement interne pour l'académie. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'était voilà, automatiser les process de l'académie. S'il y a des gens qui ont postulé dans le chat, la plupart des interactions, mail, et cetera, ça peut rentrer dans le travail que j'ai fait pendant ces 9 mois. Et aujourd'hui, je continue avec Allegria, plus sur la partie, solutions, studio, donc c'est-à-dire, être sur des projets clients, que ce soit en automation et également en développement front, avec Webflow. Et pour ce qui est de mon parcours avant d'arriver jusqu'à l'académie, j'ai fait, donc 5 ans d'études, sur divers sujets. J'avais démarré par faire du multimédia, un DUT en 2 ans. Donc là, il y avait de l'audiovisuel, il y avait du design graphique, il y avait de la communication. Puis après, je me suis un peu plus orienté sur le marketing, enfin la publicité d'abord, puis, la recherche en marketing, avant de découvrir le no-code et d'intégrer donc, l'Allegria Academy pour la première promotion et aujourd'hui de travailler chez Allegria Tech. Voilà. Cool, merci. Et peut-être, aussi, comment tu as découvert justement l'académie, le no-code, comment ça se fait que tu es arrivé là-dedans? Ça peut être intéressant parce que sachant que c'est quand même un concept qui est assez nouveau, en tout cas dans les oreilles des gens, même si ça existe quand même depuis de nombreuses années déjà, avec certains outils qui sont très populaires toujours aujourd'hui. Mais, comment tu as entendu parler de cette formation? Est-ce que c'était vraiment ça venait de toi? Est-ce que tu as été ciblé par une publicité qu'on gère chez nous? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas été ciblé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un stage de fin d'études à faire pour mon master 2. Je l'ai fait en start-up, donc on était peu nombreux, on était 5 ou 6 et j'avais à charge des tâches, communication, marketing et donc dans ce cadre-là, j'ai découvert le no-code parce que typiquement, il fallait refaire le site web de l'entreprise. Quand on est, tout seul sur ce genre de projet, on cherche des solutions faciles et qui peuvent nous permettre de faire un maximum d'opérations sans forcément rentrer dans la technique. Donc j'ai découvert, typiquement Webflow par ce biais. Après, on a cherché à faire un CRM puisqu'on cherchait à développer le marché du produit de la boîte. Donc, on est passé au début par Notion
pour référencer tous les clients qu'on cherchait à contacter, et cetera. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert le concept du no-code. Allegria est arrivé rapidement sur le devant, parce que, bah, voilà, en recherche de communauté, et cetera, Allegria arrive rapidement, notamment sur LinkedIn. Par ce biais, j'ai découvert l'académie, j'ai postulé et j'ai été intégré et puis, depuis, le no-code, c'est mon quotidien donc, OK. ça s'est fait comme ça par, dans le besoin d'aller plus loin dans la technique sans forcément avoir les compétences, quoi, en OK. réalité. Ce qui est intéressant, c'est que, tu as découvert le no-code aussi, je pense que c'est assez important à conceptualiser. C'est que le no-code, ça représente vraiment un ensemble d'outils qui te permettent qui vous permettent de réaliser des tâches précises. Donc, toi, tu l'as découvert à travers tes actions, en tout cas ta fonction en marketing, mais ça Mmh. pourrait être très bien en ressources humaines, ça pourrait être très bien en finance, hein. L'idée, derrière tout ça, c'est soit de construire des applications, soit de construire des sites web pour vendre, que ce soit des sites vitrines, des blogs, des sites e-commerce, mais Mmh. aussi d'améliorer les processus de chacun. Donc là, tu parlais de CRM, un peu pour préciser aussi, je ne sais pas quelle est la maturité des gens dans l'audience, mais c'est Customer Relationship Management. Donc, ce sont des outils de gestion de prospects ou de clients. Et c'est vrai que parfois, on a des grosses machines comme Salesforce ou HubSpot qui peuvent coûter très cher. Donc, pour se lancer, pour découvrir aussi, pour monter en compétences, des outils plus flexibles, plus no-code comme Notion ou Airtable. Voilà, je mettrai ça aussi dans les notes si jamais vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas. C'est vraiment ultra utile. Là, ça permet de démarrer très rapidement, sans avoir des coûts trop monstrueux pour une début de boîte, hein. Tout à Donc, fait. merci beaucoup, Simon. Peut-être pour me présenter aussi rapidement, parce que je travaille pour Allegria Group, donc pas que pour l'académie. Je travaille aujourd'hui. Alors, pour donner un peu de contexte, hein, Allegria Group, c'est un écosystème spécialisé dédié au no-code. Donc, on a vraiment une partie de l'académie, donc ce pourquoi aussi on est là aujourd'hui, notamment. Je la présenterai juste après sur la slide suivante. On a la partie, donc ça, c'est la partie éducative, pédagogique. Ensuite, on a le studio, en fait, ça s'appelle Allegria Solutions aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un ensemble de services qu'on va proposer à nos clients, c'est-à-dire soit de la pure production, de développement d'applications, de sites web, e-commerce ou autre, ou sinon, on va aussi les accompagner dans de la formation post-production, parce que soit ils gèrent tout en interne, mais parfois, ils ont aussi besoin de ressources ou d'être formés pour être totalement autonomes, qui est la vraie force du no-code réellement. Et puis entre les deux, on a toute une communauté de 250, 300 no-codeurs, des freelances spécialisés dans le no-code, qui viennent parfois nous épauler sur des sujets, ou sinon, quand nous, on a des missions qu'on ne peut pas gérer en interne, on leur envoie ça aussi. Donc, on est un peu un levier d'acquisition pour eux, et c'est l'objectif de les servir et de développer, en tout cas de démocratiser tout ça autour du no-code. Et pour me présenter, je suis arrivé l'année dernière chez Allegria. Je gère non pas le network, mais plutôt l'académie et le studio, où je gère la partie growth avec Astrid qui est dans les commentaires aussi. Elle est beaucoup plus sur la partie branding, notoriété, stratégie. Moi, je suis beaucoup plus dans l'opérationnel. Donc, qui dit opérationnel dit opération et dit beaucoup de no-code aussi entre tout ça. Et j'étais assez surpris que finalement, voilà, quand je prends un peu de recul, voilà, je suis beaucoup dans les intégrations d'outils pour que ce soit fluide, tout le traitement des prospects, des clients et tout ça soit bien fluide. Et avec un peu de recul, je pense que ça prend, allez, peut-être 35-40% de mon temps aujourd'hui, le no-code. Donc voilà, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le no-code est vraiment au service de quelque chose. Donc pour ma part, c'est la partie vraiment acquisition pour le moment, éventuellement rétention des clients. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Mais voilà, la RH pourrait très bien décider d'automatiser tout son processus d'onboarding, créer tous les comptes nécessaires pour chaque nouvelle arrivée, éventuellement désactiver tous les comptes parce que c'est très chronophage et ça peut être très manuel. Donc la finance, ça peut être pareil, automatiser l'envoi de factures. Donc c'est ultra large, mais voilà à quoi on forme. Et puis voici comment on a formé Simon. Donc, allez, je vais avancer sur la slide suivante avant de pouvoir commencer vraiment dans le dur de la live no coding. C'est pourquoi vous êtes là, pour présenter rapidement l'académie. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une formation qui est dédiée à n'importe quel profil. On ne demande pas de prérequis techniques, parce qu'on estime justement que on va former pendant 3 mois déjà de bootcamp intégrés avant de rejoindre une entreprise pendant 12 mois sur la méthodologie de développement, qu'elle soit en no-code ou non. Donc, on va avoir des fondamentaux en JavaScript, en HTML, parce que ça reste important d'avoir ces concepts. Et puis on remarque que parmi nos apprenants,
On a beaucoup de reconversions professionnelles, académiques, beaucoup de demandeurs d'emploi, et sinon, voilà, des personnes qui sont un peu plus digital natives comme Simon, qui ont déjà conscience de ça et qui veulent vraiment consolider leurs compétences dans le domaine et voilà, se former et se professionnaliser surtout. C'est vraiment ce qui nous diffère des autres formations. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, hein, c'est de plus en plus populaire. Le wagon a sorti quelque chose. On a plein d'autres, entre guillemets, organismes qui forment à ces domaines, mais ça va être des formations plutôt de 3 mois où le besoin est très spécifique, très ciblé, alors que nous, voilà, c'est sur 15 mois. Donc, comme je disais, 3 mois de bootcamp intégré à 100% en cours et ensuite une alternance avec un rythme d'un jour en formation le lundi et puis 4 jours en entreprise. Et puis, quels sont les débouchés? Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a des no-code purs qui vont faire du produit, un développeur no-codeur, mais on voit souvent enfin, même de plus en plus, des no-codeurs spécialisés dans un domaine au service d'une équipe. Donc, par exemple, moi, je travaille dans le growth marketing. Eh bien, c'est intéressant pour nous de faire des pages de vente, d'automatiser des processus, faire en sorte que la communication se fasse bien avec les commerciaux. Dans la RH, c'est pareil, on voit de plus en plus de personnes spécialisées dans le no-code. On appelle ça des people ops, mais là, je rentre un peu dans le détail, c'est très, très Startup Nation. Mais en tout cas, voilà, c'est de nombreux débouchés. Nous, on forme aujourd'hui par rapport aux besoins du marché sur la track automation, donc automatisation, c'est une grosse, grosse demande. Et sinon, c'est la partie full stack, donc comment construire de vraies applications avec des vraies logiques entre une base de données, ce qu'on appelle le back-end, et puis la partie front-end, c'est la partie interface utilisateur, et comment, on va dire, l'envoi de page, l'apparition, le front apparaît de manière cohérente en fonction des autorisations, des accès de chaque utilisateur. Donc, voilà le topo global. Et puis, maintenant, je peux te passer la main pour commencer à parler du projet, peut-être mettre un peu de contexte avant de rentrer déjà dans le dur de la live no coding. Est-ce que tu peux présenter ces outils, comment tu vas orchestrer tout ça? Et puis, comme ça sera peut-être un peu plus clair pour chacun quand tu vas faire ta démo. Bien sûr. Donc, l'objectif de ce projet de fin de formation, c'était, pour nous, donc Théo et moi, Théo qui n'est pas là, on en a parlé, c'était d'utiliser OpenAI pour voir comment on pouvait créer un produit autour de cette technologie qui venait un peu d'apparaître sur le devant de la scène avec ChatGPT et cetera. Je pense que vous n'êtes pas, innocent, par rapport à ça. Mais donc c'était de mobiliser cette technologie et on a réfléchi à un produit qui permettrait à n'importe qui de rentrer des informations dans un formulaire et de recevoir un programme d'entraînement sportif et nutritionnel détaillé en fonction de ces informations. Et pour ça, on s'appuie sur OpenAI pour générer ce programme et l'envoyer par mail. Donc, c'est les 3 étapes que vous voyez là. Pour être un peu plus spécifique par rapport aux outils et leur utilisation dans ce projet, Webflow nous sert pour faire la page, la landing page, donc le site web sur lequel on peut rentrer ces informations. Donc, c'est là qu'on va retrouver le formulaire, enfin, le questionnaire où on remplit les informations personnelles. Deuxième outil principal qui est Make, qui s'appelait Integromat avant, qui est un outil d'automatisation qui va nous permettre là donc de, premièrement, récupérer les informations qui ont été rentrées par l'individu ou la personne dans le formulaire et qui va en fait faire la jonction entre tous les outils qu'on voit. OpenAI va donc être mobilisé à l'intérieur de Make. On va faire ce qu'on appelle une requête à l'API d'OpenAI à l'intérieur du scénario. Donc, on va passer des paramètres et OpenAI va nous renvoyer une réponse. Et c'est cette réponse qu'on va envoyer par mail à la personne qui en a fait la requête. Donc, dans le formulaire, on demande le mail, et ben, c'est ce mail qu'on va réutiliser. Et on envoie le mail depuis Make avec un module Gmail. Donc, voilà comment les outils fonctionnent ensemble. On est sur une version vraiment assez simple de ce qu'on peut faire avec du no-code, mais je pense que c'est un bon exemple pour déjà comprendre comment mobiliser ces outils et surtout, là, dans le cas présent, comment on peut se servir aussi de l'intelligence artificielle et d'OpenAI pour créer des produits encore plus personnalisés et encore plus intéressants techniquement, quoi, globalement. Très clair. On a une dernière slide ici sur ce que sont Mmh. les API. Mmh. Ça va permettre un petit peu de contextualiser aussi la force d'un outil no-code, et de Mmh. comprendre aussi ce que c'est, parce que c'est vraiment la fondamentale. C'est pour ça qu'on parle tant de no-code aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les API sont très bien développés entre les outils pour faire des échanges de données. Mais bref, c'est pour ça que ça explose. Donc je te laisse, j'ai fait un petit teasing, mais je t'en prie.
Bien sûr. Donc si c'est pas clair là dans l'explication qu'on va donner, on va pouvoir le voir plus précisément après dans la démo. Mais une API, c'est comme une interface utilisateur, mais côté, serveur. Donc c'est un moyen qui est mis en place par les applications pour faire des requêtes et recevoir une réponse avec des données. Souvent, ça se matérialise par une URL qu'on peut appeler. On peut passer des paramètres à cette URL et on reçoit, une réponse. De la même manière que quand on clique sur un bouton, on est renvoyé sur une page. C'est un peu, alors c'est très grossier ce que je dis, mais c'est un peu le même fonctionnement. Et typiquement, dans Make, quand on crée des modules, Airtable ou avec n'importe quelle application, en fait, c'est un interfaçage, enfin, c'est l'API qui est interfacée pour nous dans l'outil. Euh, et donc, ça simplifie pas mal de choses, puisqu'on le verra, on va regarder un petit peu la documentation technique d'OpenAI pour comprendre ce qu'on fait. C'est ce genre d'opérations qui sont normalement faits sur des environnements de développement avec des langages comme JavaScript, en Node ou avec Python. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus complexes et qui demandent un peu plus de compétences techniques. Aujourd'hui, avec le no-code, on a la possibilité d'interagir avec ces API sans avoir forcément à avoir tout le bagage technique nécessaire pour faire une requête, traiter la réponse. Voilà, tout est fait entre guillemets pour nous par Integromat, enfin par Make pour le coup, mais on a aussi d'autres outils qui peuvent intégrer directement ces API dans leurs Ouais, interfaces. pour résumer, parce que c'est vrai que ça peut être un peu barbare, surtout qu'elle n'est pas très Mm, API, c'est pour Application Programming Interface, et c'est vrai que c'est tout à pas fait. du tout parlant, mais globalement, c'est juste, vous avez deux outils, bah, parfois c'est intéressant de demander à un outil l'autorisation de récupérer des données pour pouvoir les exploiter. Donc, imaginons que vous êtes sur Instagram, bah, je veux récupérer par exemple les derniers posts publiés, bah, faut pouvoir se connecter à l'API qui va nous autoriser oui ou non de récupérer les derniers posts pour, par exemple, les stocker dans une base de données pour faire de l'analyse de concurrents ou peu importe ça. Mm. Donc, voici un petit exemple. Je te laisse peut-être partager ton écran. Et puis, Ouais. alors, je vais enlever le mien. Et puis, normalement, Attends, à hop. droite, tu auras l'accès. Est-ce que je peux partager tout l'écran? Oui, ce Ouais, sera tu plus peux. simple. Et c'est pareil, j'en profite pour, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat parce qu'après, on va se prendre 5-10 minutes et je pourrai épingler chacune des questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Ok. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on a bien l'écran qui est affiché Ouais, c'est bon, on voit tout, sur le on voit stream? tes favoris, ton organisation de ton quotidien, Ouais. de ton bureau. Bon, ça classique. Voilà, pour le coup, je suis sur Windows. D'ailleurs, on a Steam qui est ouvert, mais c'est pas grave. Non, c'est Donc là, on arrive directement donc, sur la landing page qui a été faite sur Webflow. Je propose qu'on aille sur Webflow juste après pour voir comment ça a été construit rapidement. Mais donc ça, c'est l'URL qui permet d'accéder au site qui a été construit. Et donc, je vous passe tous les détails, un peu marketing, etc. Mais on arrive ici sur le formulaire que je mentionnais un peu plus tôt, qui est là, on va remplir donc les informations personnelles par rapport au programme d'entraînement qu'on va générer. Donc, on va demander le nom, le prénom, des informations démographiques et également des objectifs de sport et une fréquence d'entraînement. Et c'est ces paramètres qui vont ensuite être donnés, et on verra ça dans Make, à OpenAI, qui lui, à partir de ces informations-là, va nous générer notre programme, et c'est ce programme qu'on va envoyer par mail. Voilà. Donc, ce site, cette landing, comment elle a été faite? Elle a donc été faite sur Webflow. Webflow qui permet donc de créer des sites internet, des landing pages, etc. Euh, pour être assez simple, pour ceux qui n'ont jamais vu cette interface, on retrouve ici tout ce qui est structure du site. Donc, dans une interface de développement classique, ce serait la partie HTML. Donc, on a ici des divs qui contiennent d'autres divs, qui contiennent des grids parfois. Voilà. Donc, on rentre, en fait, on a un schéma structurel de la page et on crée nos sections ici. On va s'intéresser directement au formulaire là. Donc, on voit bien que ce formulaire, il est contenu dans diverses sections et on peut aller le target directement ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, à gauche, le HTML et à droite, on va retrouver tous les éléments de design, de style de notre site qui correspond en fait au CSS dans du développement plus classique. Donc là, on va pouvoir centrer, on va pouvoir changer les couleurs, mettre des classes, etc. Et c'est par ce biais qu'on a créé ce site. Spécifiquement pour un formulaire, il est important qu'on aille bien définir le nom de nos champs. Et ça se fait, si je ne dis pas de bêtises, ici. Voilà. Donc là, on sait que quand le formulaire sera rempli, le champ last name
D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit ça, je pense que Non, c'est c'est dans la partie, name, juste en dessous, effectivement. Ça, ouais, c'est la c'est ça, grille juste pour cibler si on tout à veut, fait. targeter ce champ-là, mais sinon pour renvoyer la Mmh. donnée avec le champ de données, ce sera vraiment la partie name. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est les informations qu'on aura une fois que le formulaire sera complété et je propose d'ailleurs qu'on aille directement s'intéresser à cette partie. Donc là, on a construit notre site, on l'a mis en ligne et on peut, d'ores et déjà remplir ce formulaire. Je ne sais pas quel est le plus intéressant. Je pense qu'on va d'abord, passer par, Make pour voir comment on peut, en fait, venir récupérer les informations de ce formulaire une fois qu'il sera complété. Ouais, ouais, Heu, je pense aussi que c'est mieux. je pense que c'est le plus malin. Donc on a ici un exemple de scénario. On va le reproduire ensemble, mais c'est ce qu'on va chercher à reproduire. Donc on retrouve bien les 3 étapes qu'on avait tout à l'heure. Tout Sachant que, d'abord, je me permets, récupérer excuse-moi, hein, c'est cet outil, c'est Make justement, c'est oui, l'outil qui va permettre d'orchestrer pardon, toutes les applications entre elles. tout à fait. C'est donc voilà, je me permettais, désolé. Tu as bien raison. C'est ça qui va nous permettre d'automatiser l'envoi d'emails, en fait, et également, la requête auprès, d'OpenAI. Donc on retrouve bien, ici, donc ça, c'est un scénario, c'est ce qui va nous permettre de déclencher, cette action. On démarre toujours par ce qu'on appelle un trigger, une action qui déclenche le scénario. On verra tout de suite, mais c'est, concrètement, c'est connecter, la réponse d'un formulaire sur Webflow avec notre scénario ici. Pour ça, on passe par un module Webflow et je vous l'ai dit, on va le reproduire, donc ce sera peut-être plus clair pour vous. Ensuite, une fois qu'ici, on aura nos informations du formulaire, on va les passer dans ce module pour demander à OpenAI de nous générer notre programme d'entraînement. Je ne reste pas trop longtemps là-dessus parce qu'on va le refaire ensemble. Et ensuite, à partir de ce qui est généré ici comme réponse, on va envoyer l'email à la personne qui en a fait la demande, tout simplement. Donc, on va refaire ensemble ce scénario. On va créer un nouveau scénario et on va le connecter tout d'abord à Webflow. Donc, pour ça, premier module, module Webflow, donc qui sont directement intégrés dans Make, ce nous facilite beaucoup la vie. Et on va choisir le module Watch Events qui va se déclencher automatiquement et de manière instantanée sur un événement que l'on choisit. On peut voir qu'il y en a plein à la soumission d'un formulaire, lorsque je publie un site, lorsque j'ai nouvelle commande sur mon site e-commerce, si mon site Webflow est un site e-commerce. Donc, on va pouvoir définir quel type d'événement doit déclencher le scénario. Dans notre cas, on va choisir la soumission de formulaire. Donc, on va créer un hook, un webhook, qui est donc une URL spécifique qui va se déclencher à la complétion du formulaire. Donc, on va l'appeler form submission at meals. Et je vais rajouter des mots puisque j'en ai déjà un qui porte ce nom. Ici, si ce n'est pas fait, il faut connecter son site avec Make. On va rapidement voir comment ça fonctionne, mais c'est assez intuitif. On appuie sur Add. On va ajouter une connexion et on va nous ouvrir directement une pop-up ici. Il va détecter qu'on est connecté à Webflow et à partir de ce moment-là, moi, je peux décider d'accorder à Make l'accès à certains de mes sites ou non. Mais bon, ça, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire et je vais choisir la connexion que j'ai déjà ici. D'accord. Ensuite, on va indiquer à Make qu'on veut regarder les événements sur le site Athmeals, qui est donc ce site ici. Et on veut les soumissions de formulaires uniquement. D'accord. Donc là, je sauvegarde. OK. Et je vais vous montrer juste un petit paramètre pour que vous compreniez bien ce qui se passe côté Webflow. Dans Webflow, on a donc des paramètres, on a des intégrations. Et ici, si on vient voir ce qui se passe là, on a bien une nouvelle URL qui a été créée. Et c'est cette URL qui va se déclencher lorsque on aura un nouvel envoi de formulaire. Donc, pour illustrer ça, je propose qu'on lance notre scénario et qu'on envoie un formulaire pour voir quelle est la réponse qu'on va récupérer côté Make. Et c'est après, à partir de cette réponse, qu'on va orchestrer toute notre suite logique d'opérations. Donc, je vais compléter le formulaire. Je m'appelle Simon Malaré. J'ai un email qui est le suivant, mon numéro de téléphone, machin. J'ai 23 ans, je fais 1,70 m, 62 kilos. Je suis un homme. Et mon objectif, moi, si je devais faire du sport, et j'en fais, je vous rassure, ce serait d'avoir plus de muscles et j'aimerais aller m'entraîner 4 fois par semaine. Voilà. C'est vide. OK. Donc là, on est sur, le parcours classique de quelqu'un qui se rendrait sur le site et qui compléterait ce formulaire.
Donc j'envoie ma réponse. Pour l'instant, évidemment, il ne se passe rien parce que la logique n'est pas enclenchée côté make, mais on va pouvoir la construire dès maintenant. Si on revient sur make sur notre scénario, on remarque qu'il a effectivement reçu une réponse et on retrouve ici les champs que j'ai complétés avec mes informations. Et on voit bien ce qu'on montrait tout à l'heure dans Webflow. Bon, le designer n'est plus ouvert, mais les champs name qu'on est allé définir, first name, last name, email, etc., ce sont le nom des variables avec lesquelles on va pouvoir jouer pour faire notre requête. OK. Deuxième chose, on va pouvoir créer maintenant qu'on a les informations de la personne, un module OpenAI qui, de la même manière que Webflow, est directement intégré à Make. Pour aller un petit peu plus loin là-dedans et vous montrer un petit peu comment les outils d'automatisation simplifient la connexion avec les API qu'on mentionnait un petit peu plus tôt, je Mmh. propose qu'on aille juste voir sur la documentation d'OpenAI sur comment faire des requêtes pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe lorsqu'on va mobiliser ce module ici. D'accord? On voit qu'on a plein de paramètres qu'on peut remplir et on va tout de suite donc aller voir cette documentation pour comprendre ce qu'on fait. Ici, on a la documentation d'une requête pour créer une complétion. Une complétion sur OpenAI, c'est on lui passe du texte et l'intelligence artificielle va se charger de compléter ce qu'on lui a donné en entrée pour nous. Donc, on verra qu'on a défini un prompt qui est donc la requête qu'on envoie pour que OpenAI nous renvoie une réponse qui est toujours, enfin pas toujours la même, mais qui est assez formatée et qu'on puisse toujours interpréter de la même façon. Mais si on regarde ici, on voit bien que dans les exemples qu'on nous montre, on nous dit de passer par des langages comme le curl, comme le Python ou du Node.js, qui sont donc des langages de programmation qui sont un petit peu plus complexes à maîtriser et on voit qu'il faut faire un appel à une URL, qu'on doit passer des paramètres dans le body de notre requête. Donc, quand on fait une requête, on a un paramètre qu'on peut définir qui est le body, dans lequel on peut préciser plus d'informations pour avoir une réponse plus précise en fonction de ce qu'on demande. Donc, on peut par exemple spécifier le modèle d'OpenAI qu'on veut utiliser, notre prompt, pardon, et des paramètres qu'on va voir ensemble juste après. Mais donc tout ça, globalement, ce qu'on voit ici, c'est strictement la même chose que ce qu'on a ici. Simplement, l'intégration native entre Make et OpenAI nous permet d'aller jouer sur ces paramètres via l'interface de développement d'Integromat. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous, quand on fait du no-code, de venir utiliser ce genre de module plutôt que d'avoir à refaire la requête, de zéro. On peut le faire, mais pour l'exemple et pour être plus simple et plus efficace, on utilise directement les intégrations qui sont offertes par, l'outil. Make. À savoir que je précise, en fait, ce qu'il y a derrière ce module OpenAI dans Make, c'est Make qui a déjà préétabli tout le code qu'il y a derrière. Donc Tout à fait. forcément, on parle de no code, mais il y a eu comme si on avait recruté un développeur à faire du Python ou du JavaScript ou du curl, qui sont des langages pour requêter, plutôt que d'aller lire une documentation, d'aller sélectionner tous les champs qui nous intéressent pour construire notre requête et notre texte, et d'écrire le code from scratch, hein, de zéro, qui est assez compliqué. On a juste besoin de sélectionner cette application et ça prend littéralement 2 minutes lorsque vous avez déjà fait une fois. Donc c'est le gros avantage, c'est d'accélérer très très vite plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait par des développeurs préalablement. Tout à fait. C'est une intégration qui nous permet donc de et on peut faire effectivement cette requête, mais on a toutes les autres requêtes ici. Alors peut-être pas toutes pour le coup avec l'intégration native, mais on a la majorité de ce qu'il est possible de faire avec OpenAI directement dans ce module. Il y a une Tu me personne qui diras Hugo, ouais, dis-moi? il y a une personne qui demande comment tu fais l'intégration justement, la connexion avec OpenAI. Donc Ouais, déjà préalablement, il faut que vous ayez tous un compte, sur OpenAI, GPT. tout Donc à fait. c'est le prérequis déjà. Si vous avez un compte ChatGPT, c'est le même compte. Simplement, on passe donc par, l'API d'OpenAI. Vous avez, je peux vous mettre si vous voulez la référence directement dans le chat, comme ça vous pouvez aller voir si de votre côté, est-ce que je peux faire ça? Audience chat, Oui, yes. effectivement. Donc voilà, ça c'est la référence de la documentation API. Quand vous êtes, ici, donc là c'est comment faire une requête. Maintenant, vous pouvez aller ici et je sais ce que je fais parce que je sais qu'elles sont masquées, mais normalement, il ne faut absolument pas révéler ces informations. Vous pouvez créer des clés API, d'accord? Donc on va vous donner une suite de caractères secrets à conserver
Et lorsque vous allez, créer votre intégration, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait besoin. Si, voilà. Lorsque vous allez cliquer ici, on va vous demander une clé API et une, Organization ID que je viens de révéler par inadvertance. Donc vous copiez votre clé et il me semble que l'org ID est quelque part dans les settings par, entre guillemets, «par sécurité», je ne vais pas aller la chercher, mais c'est un paramètre que vous retrouverez ici et il suffit juste de rentrer ces 2 paramètres ici et la connexion est faite pour vous. Voilà. Donc et voilà et après, documentation, c'est ici qu'on retrouve, comment faire. Maintenant, si on passe par Make et en no code, on a moins besoin de s'intéresser à cette page. Pour ce qui est de notre cas, on va donc remplir ici les paramètres pour demander à ChatGPT, enfin à OpenAI, de nous générer notre programme d'entraînement et c'est, je pense, la partie la plus intéressante de la démo, c'est comment faire la requête. Donc déjà, première information et peut-être la plus importante, le modèle qu'il faut utiliser, c'est DaVinci 003. Les autres modèles, en vrai, en réalité, je ne les connais pas trop. Simplement, ça, c'est la version la plus à jour et la plus récente, qu'on retrouve d'ailleurs sur ChatGPT. ChatGPT est une application qui est construite autour de ce modèle. Donc, on va systématiquement, je dirais à 95 voire 99 des cas, utiliser ce modèle, pour faire nos complétions, pour obtenir des réponses. Petit tips, je ne sais pas, tu me diras Hugo si je rentre un peu trop dans les détails Mmh. ici, mais il est possible dans Make de copier un module et de le coller dans un autre scénario ou ailleurs. Pour me simplifier la tâche, moi, aujourd'hui et ne pas avoir à remplir tout, j'ai en fait, copié ce module dans Notion et je vais vous montrer pourquoi c'est très, très puissant. C'est que tout ce qui fait dans Make, qui nous est présenté et qui nous est interfacé est en réalité un objet. Donc ça, la notion d'objet, peut-être que si vous ne la connaissez pas, vous allez rapidement, la rencontrer parce que c'est quelque chose de très important. C'est un objet qu'on peut venir copier et qu'on peut coller directement et Make interprète ce qu'on est en train de coller dans l'interface comme un module, OpenAI pour le coup, puisque c'est ce que j'ai copié. Donc pour faire ça, j'ai simplement copié ici et dans ma page Notion, donc après j'ai fait mon organisation. Si je veux référencer des modules que je veux utiliser à plusieurs endroits, je les référencé dans Notion, je les collé et je peux venir copier-coller à ma guise. Et si on ouvre, donc je vais supprimer celui-là, puisqu'on va s'intéresser à celui-là maintenant. Si on ouvre ce module, on voit qu'il est déjà pré-rempli avec toutes les informations. Donc c'est pour ça que c'est très puissant, c'est-à-dire que je peux venir moi faire mes paramètres, copier ce module, l'enregistrer quelque part et y accéder plus tard pour le copier dans mon scénario. Ça marcherait aussi ici, si je le copiais et que je crée un nouveau scénario, eh bien, il va se coller et il va conserver les paramètres que je lui ai donnés. Voilà. Petit tips pour vous. Maintenant, si on regarde précisément ce qui se passe ici. Donc là, on a en réalité toute la logique, de l'application qui est générer le programme d'entraînement. Comment ça marche? Donc on va spécifier à OpenAI des informations. Ça, ce qu'on voit ici, cette formulation «I want you to», «I will give you» et «I want you to», on répète à chaque fois. C'est, on va dire un petit peu le consensus, des gens qui utilisent, cette API pour obtenir les meilleures réponses. Comment on fait? Ben, donc on demande à OpenAI d'agir en tant que et là on lui précise, une profession ou on peut lui dire: «Je veux que tu agisses comme un assistant» et cetera. Enfin, on peut vraiment donner un petit peu les mots-clés qu'on veut. Dans notre cas, on a envie que ce soit un gym trainer, d'accord? On lui précise qu'on va lui donner des informations à propos d'une personne, qui a rempli un formulaire sur notre site pour obtenir des informations sur, enfin obtenir des conseils d'entraînement. On lui précise ensuite qu'on veut lui donner, enfin qu'on veut qu'il nous renvoie un programme détaillé avec des, meal options, donc des conseils nutritifs pour cette personne et là, on précise les informations de la personne et c'est là qu'en fait, on va connecter notre premier module Webflow qui est la réponse de la personne avec, sur le formulaire avec ce scénario. C'est qu'on va venir piocher dans les paramètres, dans les variables qu'on reçoit du formulaire pour compléter ici les informations de la personne. Donc ça donne, dans mon cas, a 23-year-old male. D'ailleurs ça, je me suis trompé. Je me suis trompé ici, il faut que je mette gender, puisque ça peut être female également, qui pèse tant de kilogrammes, qui fait telle taille et qui veut faire, donc là, 4 entraînements par semaine avec l'objectif de building muscle. On lui précise qu'il faut qu'il nous donne un programme pour une semaine classique pour cette personne
avec un breakdown, donc un détail de jour par jour pour les entraînements et pour les repas pour chaque jour. Voilà. On s'assure ensuite, donc ça vient des tests qu'on a fait. On s'est rendu compte que peut-être il n'y avait pas toujours toutes les bonnes informations. Donc on ajoute ici quelques informations pour préciser notre requête. On demande à ce que les repas soient différents pour chaque jour, puisqu'on avait par exemple remarqué que parfois il y avait des repas qui se répétaient. Donc on s'assure qu'on ait toujours des repas différents. Et on veut aussi s'assurer que le nombre d'entraînements souhaités par la personne corresponde bien à la réponse. Puisque des fois, on indiquait 3, on en avait 5. Donc, on rajoute cette information pour forcer un petit peu l'IA à bien respecter le paramètre de fréquence. Ensuite, là, spécifiquement, donc dans notre cas, on veut on veut un HTML. Pourquoi? Parce qu'on va ensuite envoyer ça par mail. Et si on a un document HTML, on va pouvoir mettre des éléments en gras, on va pouvoir mettre des listes, etc. Et donc, ça permet de formater l'email directement sans avoir à le retoucher pour l'envoyer derrière dans un module d'email. On précise ensuite le prénom de la personne pour que ce soit personnalisé dans le mail, enfin dans la réponse qu'on va recevoir. Et on veut qu'il signe en tant que Admin Teams. Voilà. Donc ça, c'est notre requête. Elle est assez complexe, mais on retrouve finalement, et c'est là que pour moi est toute la beauté de l'intelligence artificielle, c'est que euh, c'est du texte, enfin, c'est de l'humain, c'est du conversationnel. Et par cette conversation, on va générer des réponses compliquées à générer. Et imaginons qu'on devait à refaire, enfin qu'on était amené à refaire ce produit sans utiliser l'intelligence artificielle, mais il aurait peut-être fallu développer un algorithme qui, en fonction des réponses de la personne, change la réponse. Mmh. Enfin, quelque Oui, chose de éventuellement plus compliqué que simplement ouais, voilà, comme si on éventuellement se construire une base de données, assez complète de 1000 lignes et faire semblant que, finalement, c'est tout le temps différent, mais que si on mettait plein d'exemples, ça reviendrait sur ses pas. Donc, ça, c'est vraiment la beauté, c'est que chaque Mmh. email est personnalisé et normalement, enfin oui, c'est sûr et certain, personne n'aura exactement le même programme. Ce sera Mmh. sensiblement la même chose parce que tu as des critères limités, On mais retrouve effectivement quand même des similitudes, mmh mh. mais les paramètres ici sont bien pris en compte. Ce qui va beaucoup jouer là pour être transparent avec vous et pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, la fréquence va jouer puisqu'on va avoir des jours de repos, on le verra. L'objectif va aussi beaucoup influencer la réponse. Si je veux perdre du poids, il va me recommander d'autres exercices que si je voulais prendre du muscle, puisqu'on ne fait pas les mêmes exercices en fonction de ces objectifs-là. Après, on n'a pas assez testé pour savoir si ces paramètres-là étaient vraiment pris en compte ou pas. Maintenant, je sais que voilà, la fréquence et l'objectif sont les paramètres les plus importants dans cette requête. Mmh mh. Ensuite, on a ici ce paramètre de token. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on met un nombre de tokens important, plus la réponse qui va être générée pourra être importante. Voilà. Il n'y a pas de corrélation directe forcément avec le nombre de caractères de la réponse, mais on peut globalement utiliser ça comme référence, de se dire, si je mets 2000, j'aurai à peu près 2000 caractères dans ma réponse, quoi. Voilà, globalement. Ici, la température, c'est un paramètre sur lequel on peut jouer pour indiquer à l'IA quelle quantité de risque il peut prendre dans sa réponse. Autrement dit, plus on est proche de 0, plus il va être très pragmatique. Alors, c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais la réponse sera toujours très standard. Et plus on s'approche de 1, plus il va prendre un peu plus de liberté dans sa réponse. Puis il va Donc, faire du moi, j'ai mis à 0,6 pour essayer d'avoir des choses un petit peu différentes à chaque fois, mais quand même qu'on conserve un format assez standard puisqu'on est sur un mail, on va dire automatique. Donc, il faut qu'on ait toujours un peu la même intro et la même conclusion pour tout le monde. Voilà, donc 0,6, c'est à peu près le niveau que j'ai identifié comme étant le plus optimal pour ce scénario. Ici, on a le top P, c'est un peu un paramètre similaire pardon, à la température. On le met à 0 pour éviter de créer euh, des enfin, que conflits. ça se contre, quoi. Et ça, on n'y touche pas pour le moment, puisque ça consomme beaucoup plus. En gros, c'est un paramètre, le N, qui permet de générer plusieurs réponses et de vous transmettre la meilleure. Mais si on génère plusieurs réponses, on va consommer plus d'opérations côté OpenAI et donc potentiellement, ça va nous coûter plus cher. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, mais j'imagine qu'il y a des cas d'usage où c'est intéressant que le modèle aille faire plusieurs tentatives et qu'il itère plusieurs fois sur sa réponse pour vous transmettre la meilleure. Globalement, c'est ça. Donc si, on s'intéresse maintenant uniquement à ces 2 scénarios, heu,
on va pouvoir voir quelle est la réponse d'OpenAI. Pour ça, alors je me permets, Hugo, tu m'excuseras, mais de tricher un petit peu. Je ne vais pas renvoyer le formulaire Ouais, directement ici. je vais expliquer. Tu veux expliquer en parallèle ce que je fais? Ouais, vas-y, prépare-toi. Vas-y, vas-y, ça marche. Là, il va utiliser un outil, qui s'appelle Postman qui va répliquer, l'envoi d'un formulaire. C'est juste que là, Simon a la flemme. Il aime Tout à bien fait. monter et en fait, au lieu de retourner sur le formulaire et de remplir le formulaire, eh bien, il a déjà récupéré les données de son premier formulaire qu'il a rempli tout à l'heure et il va juste renvoyer ces données via la même URL. Donc c'est juste, c'est une bonne pratique, on va dire, de développeur aussi pour retester, avec toujours les mêmes données. Ça peut être intéressant. Mais sinon, en fait, il y a 2 méthodes, mais sinon vous remplissez ce formulaire, vous aurez d'autres données. Mais effectivement, si on veut uniquement itérer sur les mêmes données pour voir le résultat à chaque fois, bah, on peut, exporter les données de ce premier, les renvoyer via cet outil, qui va simuler l'envoi de données via l'URL de Make et puis, donc voilà, c'est là, pour le coup, c'est un peu plus technique parce que c'est Mmh. pas en soi technique, mais c'est des réflexes à avoir que, Mmh. bah, moi j'ai découvert notamment avec Simon, Simon le malin. Et ouais, comme tu disais, ça m'évite de renvoyer le formulaire. En fait, ce que je fais là, pour vous montrer techniquement, je viens récupérer la réponse que j'ai reçue, ou je la copie-colle. Je récupère aussi l'URL qui est déclenchée lorsque le formulaire se remplit et je vais simuler en quelque sorte l'envoi d'un formulaire par cet outil qui va appeler mon URL et ce qu'on voyait tout à l'heure dans la documentation API, le body d'une requête, bah, en fait, c'est exactement la même chose ici. Je mets dans le body ce qu'enverrait Webflow en fait à la complétion d'un formulaire. Voilà. Et donc, si on fait par ce biais, on voit que ça déclenche bien le scénario. Ici, on retrouve effectivement les informations que j'avais remplies plus tôt. Et là, on est en train, enfin, on attend que OpenAI remplisse et complète enfin, que nous génère une réponse pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Et ensuite, on fera la dernière étape qui est créer le module d'email pour envoyer un email à la personne qui en a fait la requête. Et on fera une démo complète. On repartira du formulaire, on remplira les informations, on activera ce scénario pour qu'il se déclenche sans qu'on ait besoin de le déclencher à la main et on recevra un email, nous. Donc là, si on regarde maintenant, donc on est parti de notre data, on a fait notre mapping ici en allant chercher les variables qu'on avait reçues dans le formulaire et on les a intégrées à notre requête. Donc si on regarde ici, on voit que la requête qu'on fait, elle a bien été complétée avec les informations de notre formulaire. On retrouve les informations de tout à l'heure. Et si on s'intéresse donc à la réponse que nous a envoyée OpenAI, on a ici ce qu'on lui a demandé de nous envoyer, donc un email en HTML avec le détail. Ici, on voit Monday, Tuesday, Wednesday et les exercices et les repas qu'on peut prendre. On voit bien, et on le verra dans le mail tout à l'heure, ce sera un petit peu plus parlant visuellement, que OpenAI nous rappelle bien nos objectifs. On sent qu'il a pris en compte ce qu'on lui a demandé pour nous générer une réponse adaptée. Et on voit bien ici, ce qu'on lui avait précisé tout à l'heure aussi, de signer en tant que Athmeals Team. Donc ça, en tant que tel, c'est ce qu'on va envoyer brut à la personne qui nous en a fait la demande. Et donc, je propose tout de suite qu'on aille faire ça ensemble. Donc, on va passer pour le coup par un module Gmail. Il y a plein de solutions d'email qui existent. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour faire simple, ici, on va utiliser Gmail puisque c'est associé à mon compte Gmail, donc ce sera beaucoup plus simple. De la même manière que Webflow, OpenAI, on peut ici faire des connexions. Chaque outil a des connexions spécifiques. La plupart du temps, si on clique, on nous ouvre une pop-up et on peut choisir notre compte email. C'est assez intuitif. Voilà. Donc ça là-dessus, normalement, il n'y aura pas de problème. Là maintenant, on va vouloir envoyer un mail. Donc à qui on veut envoyer cet email? Bah, à la personne qui nous en a fait la demande, donc qui a complété notre formulaire. Donc pour ça, il faut qu'on utilise l'email de la personne. Ensuite, subject, là on peut mettre ce qu'on veut. Pour le coup, moi j'aime bien mettre ce subject-là, Your Athmeals program is ready. Et après, j'aime bien mettre donc le prénom de la personne pour être encore plus dans la personnalisation. Et même, j'aime mettre mon petit emoji bicep puisqu'on est dans le sport. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, dans le contenu de l'email, on veut envoyer la réponse que nous a générée OpenAI. Donc pour ça, on va rentrer un petit peu dans l'objet ici. OpenAI nous fournit un array choices
et le texte de ce choix. Donc, on va cliquer sur texte et c'est ce qui va être envoyé. Et donc là, en tant que tel, c'est bon, on a nos 3 étapes et on va pouvoir, déclencher notre scénario et voir comment ça se passe d'un point de vue utilisateur maintenant. Donc là, je me mets dans la peau d'un utilisateur, classique qui arriverait sur ce site et qui veut son programme. Donc je vais compléter et je propose même qu'on aille, changer quelques paramètres pour voir un petit peu comment ça change en fonction des Je requêtes. mon profil, On met Hugo? allez, Hugo Cornu, tu peux mettre ton adresse mail. Allez, bah, mets ton adresse mail comme ça si tu ouais, comme ça je l'ai, effectivement, c'est malin. là, tu peux mettre n'importe quoi aussi. Ah, alors attends, pardon, qu'est-ce qui OK. J'ai eu Ouais. un écran noir, je sais pas si vous l'avez Allez, vu. moi j'ai 28 ans, je fais 1,76 m, j'ai bien triché d'1 centimètre. Ouais, t'inquiète. Voilà, Quel poids tu fais, Hugo? 68 kilogrammes pour les intimes 68? Ouais, pas mal. et puis, voilà, je suis un homme. Quel est ton objectif? Bah, c'est de staying in shape, hein, bien Toi, sûr. tu veux stay in shape, ouais. Ouais, ouais, OK. bien sûr. Et combien d'entraînements par semaine tu as envie de faire, Hugo? Hem, alors vas-y 4. C'est 4. ouais, c'est beaucoup déjà. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça, bon, ça, c'est des paramètres que j'ai mis, mais qui n'ont aucune influence dans le scénario actuel. Je vérifie que c'est bien on et pour le coup, on va pouvoir faire la démo ensemble. On va aller voir l'exécution qui se passe ici. J'envoie le formulaire et là, on voit tout de suite que mon scénario s'est déclenché. Donc on attend un petit peu. Généralement, les réponses OpenAI, j'ai noté que ça prenait entre 20 et 30 secondes à être généré. Donc c'est à peu près le temps que ça mettrait, en temps normal, heu, à l'envoi d'un formulaire et on va tout de suite voir que je vais recevoir un mail. Je vais d'ailleurs préparer ça sur le côté pour éviter de vous montrer tous mes mails quand même. Ah, je vois qu'il y a des gens qui sont allés remplir, je crois. Ouais. Ah non. OK, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, tu as Ouais, dû non, OK, recevoir sur c'est Gmail, la oui? queue, de tout à l'heure. OK. Si tu vas voir sur Gmail, tu as dû recevoir le c'est ça, hein? Ouais, j'ai tout à fait reçu. Donc je vais vous le mettre ici. OK. Hop, donc on voit bien, il y a 0 minutes, hein, il vient d'être fait. Dear Hugo, welcome to Earth Meals. We're excited to provide you with a personalized workout program and meal options to help you stay in shape. Voici un breakdown. Tu avais demandé 4 entraînements par semaine. Je crois que c'est respecté à peu près. Nanana. Cardio. Ah, pour le coup, tu vois, là, tu en as mis 5. Donc, OK. c'est pas tout à fait opti Aïe, aïe, encore. aïe. Mais bon, tu feras un jour d'entraînement en plus, c'est pas Ouais, grave. écoute, hein, c'est ça le challenge aussi, hein. Ouais, mais bon, tu vois, là, c'est dur parce qu'on pour moi, on a mis, suffisamment d'informations pour que ce soit respecté et ça ne l'est pas dans 100 des cas, donc c'est que c'est à optimiser. Donc tu aurais un rest day le Sunday, enfin le dimanche et le mardi. Le lundi, voilà, on te propose de faire un full body workout, d'avoir ça en breakfast. Ici, on te propose, alors je sais même pas ce que c'est, HIIT pour le coup, High Intensity Training, je pense, quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être un truc comme ça. À la limite, toi, tu as le lien, il est en public ou pas? Le Aujourd'hui? lien du site? Ouais. Ou Ouais, par exemple, il est si les en gens public, ouais. veulent regarder un petit peu le résultat final et remplir leurs informations, Tout à fait. Bah, je vous l'envoie, je vais pas le laisser en ligne très longtemps parce qu'après c'est on est sur chiant. mon compte perso, mais en vrai tranquille. Je vous envoie ça, vous pouvez faire une requête et ce sera l'occasion de tester, voir comment, C'est vraiment ça réagit vraiment lorsqu'on a plusieurs requêtes, en même temps, voir si, ça plante ou pas. Ça peut être une belle OK, occasion de tester. cool. Et puis si Donc jamais parce que là, je vois qu'il reste aussi 10 minutes pour prendre le temps de répondre à certaines questions. ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter d'important sur son workflow? Écoute, non, alors là, je précise quand même qu'on est sur une version simplifiée, qui est pas du tout robuste, qui a pas de gestion d'erreurs et cetera. Mais pour illustrer comment ça fonctionne d'un point de vue, technique, c'est quand même un bon moyen de faire. Maintenant, il faut savoir que si on devait faire ça et qu'on devait le mettre en prod et avoir vraiment un site robuste qui tient, enfin qui a ce produit, il faudrait qu'on soit un petit peu plus avancé sur la manière dont on gère notre scénario. Mais pour la démo, ça fait tout à fait le taf. Donc voilà. En attendant, enfin, qu'on puisse passer aux questions-réponses, je vous invite à répondre et à avoir une réponse si ça vous intéresse. Et puis, moi, de mon côté, je regarderai si, ça plante ou pas, si le fait d'avoir plusieurs requêtes en même temps, ça fait planter le truc et ça me permettra de mieux optimiser mon truc, quoi.
Je vois Donc, qu'il y en a une qui est pas. franchement, déjà. Bon, bah, c'est trop cool, merci. J'espère que c'était vraiment clair pour vous. On a essayé de dégrossir parce que moi, j'ai vu avec Simon son workflow, il ressemble pas tout à fait à ça. Il aime bien, lui, passer par les API directement et je voulais quand même vulgariser pour que, bah, montrer la vraie puissance de Make, et de redescendre un peu d'un étage, par rapport à ses vraies valeurs. Heu, donc heu, donc voilà, en tout cas, je vais reprendre, alors peut-être avant de prendre les questions, on J'ai n'a plus pas de eu caméra, c'est normal? je sais pas pourquoi tu n'as pas de caméra? Pour moi, elle est on, là. J'ai aucune idée. Bon, moi, je pense que les gens ont retenu, ton Ouais, ouais, message. bien sûr. Vas-y, je t'en Et prie. hem et qu'est-ce que je disais? En gros, ouais, avant de parler répondre aux questions, on n'a pas eu le temps de parler de l'académie, donc comme Simon l'a bien précisé, il a passé 15 mois chez Allegri Academy en formation. Si jamais il y a des personnes d'entre vous qui sont intéressées, qui ont des questions, bah, je vous laisse mon email. Hop, je vais vous laisser mon email dans les commentaires. Sinon, vous avez mon LinkedIn. Il y a aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation, sur le contenu, sur les différents programmes, parce qu'on a Automation et Full Stack, on a une journée porte ouverte virtuelle la semaine prochaine. Ça dure 1 heure aussi avec toute l'équipe pédagogique qui vous présente tout ça. Ils vont aussi présenter les entreprises qu'on a dans notre réseau partenaire. Je pense que c'est intéressant de voir. Ils vont parler de quelques retours d'expérience aussi. Donc voilà, je vous mets le lien ici si jamais ça vous intéresse de vous inscrire aussi. Ça viendra compléter aussi cette partie démo. Et puis ben, maintenant, les questions. Je vais mettre mon email, c'est ce que j'ai dit. hugo.cornu, tech. La formation, je vais répondre plutôt en priorité sur la partie live démo, mais il y a 3 mois de bootcamp intégrés et ensuite c'est 12 mois en alternance. Sur les 12 mois en alternance, il y a 1 semaine en cours et le reste en entreprise. Donc là, ça va dépendre de la charte, de la volonté de l'entreprise. Si vous trouvez une entreprise sur Nantes, par exemple, dans ton cas, bah, il n'y aura aucun problème. Pour la partie bootcamp, les 2 premières semaines du premier mois sont à faire au Marais à Paris, c'est là où sont situés nos locaux. Et ensuite, sur les 2 mois suivants, c'est 1 semaine. Donc en gros, il faut compter 1 mois en cumulé à Paris. Et après, nous, l'idée, c'est de se développer. On a 1 an, on prévoit une promo tous les 2 mois de 25 personnes. Donc c'est de se développer et d'ouvrir à droite à gauche, à Nantes, j'espère, le plus rapidement possible. Donc peut-être Toulouse, aucune idée. Il nous reste 7 minutes, donc je vais épingler certaines des questions. Voilà, Simon qui est revenu, il faut que je le mette on stage. Ah merci. Ouais, Voilà. de ne plus être là physiquement. Alors, tac, 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 je remonte, il y a eu pas mal d'activités vers la fin. Alors, celle-ci, est-ce que le formulaire Webflow feed aussi une DB, donc pour une DB, c'est database, donc une base de données Webflow. Donc la réponse est oui, en tout cas à chaque fois qu'il y a non. Alors pour moi, en fait, ce que j'appelle une base de données, c'est qu'il y a ça vient historiser. Chaque formulaire est associé. Alors, je vois. Chaque Oui, formulaire si. a une Si, sorte si, ouais. de base de données, on va dire intégrée, mais c'est pas une base de données telle que. Peut-être que tu veux compléter parce que moi j'aurais dit oui. C'est dans les paramètres de Webflow, tu as, toutes tes complétions de formulaires qui sont référencées, et tu peux soit l'exporter pour aller la mettre derrière dans une autre base de données. Maintenant, si tu voulais vraiment que chaque complétion de formulaire se retrouve dans une autre base de données que celle de Webflow, tu peux ajouter un module et faire une entrée, dans la base de données qui t'intéresse, directement dans Make. C'est ça, effectivement. On a l'historique, mais si tu veux l'envoyer quelque part pour faire des analyses, pour pouvoir faire des actions, des automatisations à partir de ça, il faut passer par soit une requête API, mais maintenant vous connaissez Make, donc il n'y a plus trop d'intérêt de passer par du code. Si GPT devient payant, l'appétit, pardon, je crois qu'il va falloir que j'aille manger, l'API le sera également. Alors déjà, L'API est déjà payante, ouais. ouais, l'API est déjà payante. Mmh. Et GPT l'est aussi, pour avoir une bande passante supérieure, parce que c'est vrai que parfois, moi, j'ai 2-3 navigateurs pour contourner le problème. Quand il y en a un qui est surchargé, bah, je vais sur l'autre et généralement ça fonctionne. Mmh. Mais c'est vrai que, pour le moment, les serveurs sont surchargés, donc parfois on a quelques mauvaises surprises quand on a vraiment un besoin imminent. Et je sais qu'on avait 18 $ offerts par OpenAI à un moment quand on s'inscrivait, c'est peut-être encore le cas, donc Ah oui, n'hésitez pas à checker, En vrai, ça prend du temps à être consommé, donc vous pouvez ouais, ouais, profiter je pense encore que de ce truc-là.
Et moi, pour le coup, je l'utilise pour des choses, pour générer du code, par exemple, du SQL quand je vais faire des analyses de données, pour faire des petits scripts, parce que je ne suis pas un codeur dans l'âme, je comprends, mais ça m'aide vraiment à être productif ou éventuellement pour de la rédaction de contenu, quand il y a une, c'est vrai qu'il ne peut pas retourner avant 2021, sauf des petits malins qui ont essayé ils ont trouvé des extensions pour contourner tout ça, mais globalement, on ne peut pas aller avant 2021. Et donc, forcément, si l'information est précise ou trop historique, ce sera compliqué d'avoir des choses pertinentes. J'en profite que tu parles de ça, il y a Micode, Ouais, j'ai vu aussi. Underscore, qui a fait une petite vidéo où il présentait des extensions, avec ChatGPT et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, parce qu'il Bah, est-ce que y a tu as des moyen de mettre la ressource dans le chat? Parce que ça peut être ouais. c'est vraiment intéressant. Si vous avez 10 minutes devant vous, c'est super intéressant. Il parle de 3 extensions, effectivement, notamment comment contourner la limite de 2021 sur l'historique. Autre question. Question de sécurité plus technique, peut-être je suis un peu moins expert là-dessus. Qu'en est-il de la sécurisation des données effectivement que GPT, en tout cas OpenAI reçoit de ton formulaire? À Mmh. quel point peut-on faire confiance à ce que ChatGPT va générer? Honnêtement, Eva, je pourrais me renseigner, sur cette question parce qu'effectivement c'est important. Mmh. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que, notre compte GPT est cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a des Mmh. entreprises qui upload leur volume, leur dataset, c'est-à-dire leur volume de données pour entraîner OpenAI sur leur jeu de données. Mais de base, quand vous vous connectez, il est vierge. Donc, en fait, il est vierge. Il y a toute la configuration qui est installée de OpenAI. Mais à chaque fois que vous renseignez des données, elles sont juste là dans votre compte et personne ne pourra justement se nourrir de tout ça. Donc, pour Après moi, c'est cloisonné. effectivement, Bon, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait des failles sur le problème. À mon on avis, ne la faille, elle sait est plutôt dans pas. le point de vue, je vais chercher des données droite à gauche sur des sites en mode scrapping un peu malveillant. C'est plutôt ça qui sera à remettre en cause plutôt que l'intégration de données. Et puis on ne sait pas aussi si, OpenAI n'utilise pas nos prompts et nos réponses pour entraîner son modèle dessus. Enfin moi j'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense et à leur place je le ferais que, bah, toutes les requêtes qui sont faites peuvent être utilisées pour enrichir le modèle derrière. Donc, à voir. Maintenant là, si on regarde ce qu'on a fait nous aujourd'hui, on n'a pas de données sensibles qui ont été transmises, théoriquement, hormis peut-être le prénom de la personne, mais ça ne suffit pas à l'identifier. L'aspect sécuritaire là dans notre workflow, il est plus, bah, côté Webflow et Make, qui conservent la donnée, pendant 60 jours, je crois, mais côté ChatGPT, OpenAI, normalement, c'est vrai que, comme disait Hugo, c'est quand même assez sécurisé, ouais. Il y a une question intéressante qui a été bien répondue par Fab, donc j'imagine que c'est Fabien. Est-ce que les actions qui ont été réalisées via Make entre justement le formulaire Webflow, OpenAI et Gmail ressemblent à ce qu'on peut réaliser dans Bubble, qui est un outil pour réaliser des applications? Globalement, oui, mais c'est vrai que Fabien a bien répondu. Chaque outil aujourd'hui, no code se développe sur la partie automatisation et parfois on peut se poser des questions pour savoir quand est-ce que je dois utiliser Make plutôt que, par exemple, la partie automatisation de Webflow ou la partie automatisation de Bubble. Généralement, tout ce qui va concerner les automatisations qui restent dans votre application, par exemple dans votre site, bah, vous pouvez le réaliser dans Bubble directement, dans Webflow, qui est en train de développer tout ça. À chaque fois que vous voulez sortir de l'environnement pour aller envoyer un email, pour la mettre dans une base de données externe, pour aller chercher des informations à droite à gauche, à partir du moment où la source est différente, parmi les différents modules, bah, généralement, un Make ou un Zapier ou un N8N, qui sont 3 outils similaires dans l'automatisation, sera le préférable. Tu me corriges si. Oui, non, mais c'est ce que tu as dit est tout à fait vrai. Après, moi, pour le coup, j'utilise peu Bubble, donc faire un comparatif, c'est un peu enfin, c'est difficile de voir comment on pourrait comparer ça, mais c'est globalement, ouais, c'est ça, c'est une suite d'actions, enfin, c'est assez similaire, hein. Mmh. Il y a une personne qui veut ton prompt, donc Ouais et ben, écoute, je vous prépare ça, j'ai un petit document qui explique comment ça a été construit et à l'intérieur, on retrouve le prompt. Donc je vais tout simplement partager cette page Notion. Où est-ce qu'elle est? Ouais, en c'est ça. attendant, je me permets de répondre à Ouais, une question parce qu'on tu est peux, déjà ouais. à 30. Mmh. Je vais vous retenir une minute de plus, mais si vous devez y aller, allez-y. La réponse fournie par ChatGPT est dans le corps du mail, ouais, sont en anglais. Est-ce que ça, en gros, la question, c'est savoir est-ce que c'est important de parler en anglais à ChatGPT? Parce que je disais dans la réponse, c'est que je fais tout en français. Ça, je suis Mmh. très content. Le plus gros travail est à faire dans l'itération, dans le prompt.
moi, je décide aujourd'hui d'être moins gourmand, c'est-à-dire si demain j'ai un article à rédiger, eh bien, je ne demande pas à ChatGPT de rédiger mon article parce qu'à coup sûr, ça va être de très mauvaise qualité. Par contre, je vais déstructurer, je vais faire un gros travail en amont pour cadrer les choses. Mais on peut s'adresser en français, ça marche très bien aussi. Tout simplement, nous, on avait fait le choix de le faire en anglais parce que bah, la plupart des documents références et des gens qui ont travaillé dessus le font en anglais. Donc, c'est vrai que pour reprendre le format de prompt, c'était plus simple. Mais je pense quasi sûr que ce produit est réplicable en français. Ouais. Et voire même toutes les interactions qu'on peut avoir avec ChatGPT ou l'API sont faisables en français. Exactement, voilà, voilà. Et puis, bah, je crois que, sauf il y a eu des questions à la fin, est-ce que c'est possible de structurer la réponse Sous dans un un format format qui plus serait plus sexy. sexy? Eh bien, Oui. ouais, tout est dans le HTML, c'est ça, non? Mmh. CSS? Ouais, soit dans le prompt directement, on peut demander un format, différent, soit nous derrière dans le scénario, on peut, traiter la donnée et la rendre plus sexy. Ce qu'on pourrait faire là, vu qu'on est sur du HTML, c'est, bah, venir ajouter des classes, ajouter du CSS peut-être par-dessus, à voir comment on pourrait le faire ou comment ça se matérialiserait. Nous, vu qu'on l'envoie juste dans un email, on veut simplement qu'il y ait du texte en gras, mais si on voudrait, je sais pas, avoir de la couleur, des divs, et cetera, on pourrait aussi, ouais. Mmh. Et puis Léa, je crois elle a été charmée par le C'est Postman. ouais. Donc effectivement, là franchement je te laisse. Je pense que ce Ouais, sera vraiment une vidéo intéressante à faire, qui a un tout à peu fait. level 2 par rapport à celui qu'on a fait, mais dans beaucoup de cas, ça peut, surtout quand on a des workflows assez longs et qu'on ne veut pas refaire toutes les étapes, ça peut être vraiment intéressant de découper tout ça et d'avoir l'outil Mmh. de préparer, les Est-ce que tu veux que je montre ça maintenant, pense que ça va rapidement? être trop short, Ouais. mais on essaiera probablement de trouver des ressources ou peut-être qu'on organisera une prochaine Mmh. vidéo. Mais en tout cas, si tu vas sur YouTube, tu auras plein de Mmh. même peut-être si tu mets YouTube, plus Make, tu trouveras peut-être de la ressource, YouTube plus Make, Make plus Postman dans YouTube, tu trouveras peut-être de la ressource, directement. Mais ça mériterait une vidéo à part entière parce que sinon, ouais, Mmh. ça me fait plaisir de rester 1 heure de plus, mais Ouais. il y a du boulot. Bah, tout simplement, Postman est un outil qui te permet de faire des requêtes API et ton scénario make, vu qu'il démarre par une URL, par un webhook, bah, tu simules, une requête comme si tu le faisais à une API en donnant l'URL de ton module et après, tu passes en paramètres de ta requête, en body, le formulaire, les réponses du formulaire sous forme d'objet et tu simules l'envoi d'un formulaire par ce biais. Voilà et ça marche pour tout. Tout ce qui démarre par un webhook. Super. Merci Simon. Puis encore une fois, hein, petite ouverture parce que, forcément on travaille pour ça. Tous ces Bien sûr. contenus éducatifs, bah, c'est, notre objectif. On se demande toujours si on doit faire ça pour tout le monde, si on doit faire ça pour l'académie, pour le groupe, parce que les niveaux de maturité ne sont pas toujours les mêmes. Nos clients sont maintenant plus matures que les personnes qui veulent se former parce que c'est leur objectif. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se former, c'est leur objectif. Encore une fois, bah, il y a une journée porte ouverte virtuelle la semaine prochaine, où là, on rentre dans le détail juste de nos méthodologies pédagogiques, de l'équipe, de comment ça se passe, parce que c'est une formation qui est 100% rémunérée, notamment avec un programme d'insertion professionnelle avec Pôle emploi. Et parfois, ça peut faire un peu peur, l'administratif. Donc, toutes vos questions seront répondues pendant cette session. Donc, bon appétit tout le monde. Merci, on a dépassé 4 minutes. C'est un gros manque de respect, je le sais. Et puis, à une prochaine fois, on va essayer d'en faire une chaque mois de live no coding. Probablement la prochaine, ce sera sur le plugin de Figma pour copier-coller un design dans Webflow, l'outil qu'a utilisé Simon. Donc ça, apparemment, c'est très, très demandé. Ça a l'air très, très cool. À bientôt tout le monde. Je vais finir ce live et puis bonne journée. Merci à tous, à bientôt.